une rotation contralatérale du tronc. On va étudier les muscles de la cuisse. On va commencer tout d'abord par les muscles de la loge antérieure. La loge antérieure est également appelée la loge des fléchisseurs. Et les muscles sont répartis en deux plans, un plan superficiel et un plan profond. Au niveau du plan superficiel, on distingue le muscle sartorius, qui est appelé encore muscle couturier. C'est un muscle biarticulaire car il pointe, ou plutôt il relie l'articulation de la hanche avec l'articulation du genou. Ce muscle, il naît au niveau de la face externe de l'épine iliaque antéro-supérieure et il se termine au niveau de la face médiale du tibia, au-dessous de la tubérosité tibiale. Il est innervé par des fibres du nerf fémoral et il assure la flexion de la hanche et du genou et accessoirement la rotation latérale et l'abduction de la hanche. Passons au plan profond, qui comporte également un seul muscle, qui est le muscle quadriceps fémoral, composé par 4 chefs. On a le muscle droit fémoral, le vaste latéral, le vaste médial et celui-là qui est le vaste intermédiaire. Le muscle droit fémoral, il naît de l'épine iliaque antéro-inférieure et il se termine sur le bord supérieur de la patella. Le muscle vaste latéral, il naît du bord antérieur et inférieur du grand trochanter et il se termine au niveau du bord latéral du tendon du droit fémoral et de la patella. Le muscle vaste médial, lui, donc vous voyez bien, le muscle vaste médial, il naît de la ligne spirale et la lèvre médiale de la ligne âpre. Et il se termine au niveau du bord médial du tendon du droit fémoral et de la patella. Maintenant, le dernier chef qui est le muscle vaste intermédiaire, il naît des deux tiers supérieurs de la face antérieure du fémur et il se termine sur la face profonde des tendons du droit fémoral et des vastes latéral et médial. L'innervation du muscle quadriceps est assurée par le nerf fémoral et l'action de ce muscle est de faire l'extension du genou avec une action de flexion de la hanche pour le muscle droit fémoral. Après avoir fini la description des muscles de la loge antérieure, on va
passer à la loge médiale. Et également, on va commencer par le plan superficiel, où on distingue tout d'abord le muscle pectiné. Il naît du pecten du pubis et il se termine au niveau de la ligne pectinée du fémur. Il est innervé par le nerf fémoral et accessoirement par le nerf obturateur. Et il assure l'adduction de la cuisse. Ensuite, on a le muscle long adducteur. Il naît de la face antérieure du corps du pubis et il se termine, voilà, et il se termine au niveau du tiers moyen de la lèvre médiale de la ligne âpre. Il est innervé par des branches du nerf obturateur et accessoirement par le nerf fémoral et il assure l'adduction de la cuisse. Il intervient également dans la flexion et la rotation latérale de la cuisse, mais c'est un rôle accessoire. Le troisième muscle dans le plan superficiel de la loge médiale est ce muscle-là qu'on appelle le muscle gracile. Je vais essayer de vous montrer son origine. Il naît du corps et de la branche inférieure du pubis et il se termine au niveau de la face médiale du tibia. Si vous montrer un petit détail, celui-là est le gracile gauche et celui-là est le sartorius gauche. Vous remarquez bien que le gracile, il se termine comme le sartorius au niveau de la face médiale du tibia, mais le gracile, il se termine en arrière du sartorius. Le muscle gracile, il est innervé par le nerf obturateur et il intervient dans la flexion et la rotation médiale de la jambe et accessoirement dans l'adduction de la hanche. Le plan moyen de la loge médiale ne comporte qu'un seul muscle qui est le muscle, celui-là, qui s'appelle le court adducteur. Il naît de la branche inférieure du pubis et il se termine au niveau du tiers proximal de la ligne A. Il est innervé par le nerf obturateur et il assure l'adduction de la cuisse. Le plan profond comporte le muscle grand adducteur, qui est celui-là. Pour bien décrire l'origine du muscle grand adducteur, il faut savoir qu'il naît par deux faisceaux. Un faisceau antérieur, qui est celui-là, qui naît de la branche inférieure du pubis, et celui-là, qui est le faisceau postérieur, qui naît du bord inférieur de la tubérosité ischiatique. Voilà un peu. Donc celui-là, il est le faisceau postérieur qui naît de
bord inférieur de la tubérosité ischiotique. La terminaison de ce muscle également sera un peu complexe. En effet, le faisceau antérieur, il va se terminer au niveau de la lèvre médiale de la ligne âpre, tandis que le faisceau postérieur, il va se terminer au niveau du tubercule de l'adducteur. Ces deux terminaisons sont réunies par une arcade tendineuse, voilà cette arcade-là, limitant le hiatus tendineux de l'adducteur. À travers cet hiatus va passer l'artère et la veine fémorale pour devenir postérieure. Le muscle grand adducteur est innervé par le nerf obturateur pour le faisceau antérieur et le nerf sciatique pour le faisceau postérieur. Il assure l'adduction de la cuisse et l'extension par son faisceau postérieur. La loge postérieure est composée par 3 muscles qu'on appelle également les muscles ischio-jambiers. Cette appellation est expliquée par le fait que ces 3 muscles naissent de la tubérosité ischiotique et ils se terminent au niveau de la jambe. On a tout d'abord le muscle biceps fémoral. Il est constitué par 2 chefs qui se terminent par un tendon unique. On a celui-là qui est le chef long, qui, comme vous remarquez, il naît de la tubérosité ischiotique. Et celui-là qui est le chef court, et il naît de la moitié distale de la lèvre latérale de la ligne âpre. Vous voyez bien que le chef court, il naît de moitié distale de la lèvre latérale de la ligne âpre. La terminaison des 2 chefs se fait sur la tête de la fibula. Le biceps fémoral est innervé par le nerf sciatique et il est à la fois fléchisseur et rotateur latéral de la jambe et extenseur de la cuisse par son chef long. Passons aux 2 autres muscles ischio-jambiers qui sont le semi-tendineux et le semi-membraneux. Le semi-tendineux, il naît également de la tubérosité ischiotique et il se termine au niveau de la partie supérieure de la face médiale du tibia. Il est innervé par le nerf sciatique et il est fléchisseur et rotateur médial de la jambe et extenseur de la cuisse. Celui-là est le muscle semi-membraneux. Il naît aussi de la tubérosité ischiotique. Il se termine au niveau du
la face postérieure du condyle médial du tibia. Il est innervé par le nerf sciatique et il est fléchisseur et rotateur médial de la jambe et extenseur de la cuisse. Maintenant, on va parler d'une zone anatomique particulière qui s'appelle la patte doigt et qui est la zone ici. Qu'est-ce qui en est particulier? En effet, si vous vous rappelez bien, on a dit en fait que le muscle sartorius, le muscle gracile et le semi-tendineux, les trois ont une terminaison commune sur la face. Vous remarquez bien que les trois se terminent sur la face médiale de l'épiphyse proximale du tibia. Par contre, chaque muscle de ces trois a une origine différente. Par exemple, le sartorius, il naît de la face externe de l'épine iliaque antéro-supérieure. Le muscle gracile, il naît du corps et de la branche inférieure du pubis. Et le semi-tendineux, il naît de la tuberosité ischiatique. L'innervation de ces trois muscles est également différente. En effet, le sartorius, il est innervé par des fibres du nerf fémoral, le semi-tendineux par le nerf sciatique et le gracile par le nerf obturateur. Donc, malgré qu'ils ont des origines différentes et une innervation différente, ils partagent la même terminaison au niveau de la face médiale de l'épiphyse proximale du tibia. Ils partagent également la même action au niveau du genou, qui consiste à la flexion. Par contre, au niveau de la hanche, ils ont des actions complètement différentes. Vu que le sartorius il assure la flexion de la hanche, le gracile intervient dans l'adduction et le semi-tendineux participe à l'extension de la hanche. Donc, je résume, trois muscles, le sartorius, le gracile et le semi-tendineux, partagent la même terminaison au niveau de la face médiale de l'épiphyse proximale, qui s'appelle également la patte doigt. Ils partagent également la même action au niveau du genou, mais ils sont différents par leur origine, leur innervation, ainsi que leur action au niveau de la hanche. Juste une dernière remarque. Vous pouvez me poser la question pourquoi on les appelle les muscles de la patte doigt. C'est tout simplement parce qu'en fait, ces tendons, ils se terminent au niveau de la face médiale de l'épiphyse proximale à la manière d'une patte doigt. Ils ont la même forme. Tout à fait simple que ça. Le